Es-tu consciente ou conscient que ce que tu penses des relations amoureuses peut dans certains cas relever plus du mythe que de la réalité? Tu vois probablement juste sur certaines choses, mais peut-être que tu te trompes sur d'autres. Comment le savoir? Eh bien, suis cet épisode. J'ai invité une coach en intelligence amoureuse qui va décortiquer ces mythes et nous donner l'heure juste à propos de l'amour afin d'améliorer ta vie amoureuse. Bienvenue sur Ma qualité de vie, le podcast destiné aux personnes motivées à s'épanouir. Je m'appelle Corinne et ça me fait plaisir de t'accueillir dans cet espace où on parle de développement personnel, de bien-être et d'épanouissement. Alors aujourd'hui, on continue sur le thème de l'amour parce qu'en fait, c'est la deuxième partie d'une conversation que j'ai commencée dans l'épisode précédent avec mon invité. On a parlé de 5 mythes que mon invité a déconstruits et aujourd'hui on va poursuivre avec 5 autres mythes assez courants qu'on rencontre en amour. Donc si tu n'as pas regardé ou tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à le faire. Je vais mettre le lien dans la description ici pour que tu puisses aller le suivre et je t'invite ensuite à venir nous rejoindre pour écouter ou regarder cette deuxième partie sur les mythes qui entourent l'amour. Alors, je suis en compagnie d'Amandine Donzé, qui est coach je dirais coach en intelligence amoureuse. Bonjour Amandine. Bonjour Corinne, ravie de te retrouver. Oui, moi aussi, ravie de te retrouver. Donc, ça me fait plaisir de te retrouver pour qu'on continue cette belle conversation qu'on a commencé dans l'épisode précédent. Et donc, avant d'enchaîner avec les nouveaux mythes dont tu vas nous parler, je vais faire un petit résumé de ce que tu nous as présenté précédemment. Donc, on a parlé de l'idée de se dire que rencontrer quelqu'un, c'est difficile. Donc, on a cette croyance que c'est plein d'obstacles en fait, alors qu'en réalité, ça demande un effort tout simplement. Il y avait aussi l'idée qu'on a, quand on se dit il faut avoir confiance en soi pour séduire, alors que ce n'est pas forcément un prérequis, mais que ça peut être en fait une occasion de vulnérabilité qui peut créer une connexion avec l'autre quand on se dévoile, comme ça on se révèle assez tôt dans la relation. Le troisième point, c'était de se dire qu'un mauvais premier rendez-vous est mauvais signe. Et donc, on a appris qu'en fait, il faut se donner un petit peu de temps. On ne peut pas avoir un jugement très, très éclairé juste avec un rendez-vous d'une heure ou de quelques minutes. C'est pas suffisant. Donc, il faut se permettre d'avoir peut-être plutôt deux ou trois rendez-vous avant de se faire une idée sur l'autre personne. La quatrième croyance, c'était qui se ressemble s'assemble, que tu as aussi associé avec les opposés s'attirent. Et puis en fait, c'est pas vraiment ça. Ce qui est important, c'est de se rejoindre sur ce qui est fondamental pour la construction d'une relation et d'un couple et pour que ça se maintienne dans la durée. Et finalement, le cinquième mythe, c'était de penser que se séparer est un échec et Amandine, tu nous as fait savoir non, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Donc finalement, on sort enrichi d'une relation quand on est capable d'apprendre et qu'on est capable de ne pas rester dans l'idée d'échec, de culpabilité, de s'en vouloir, de colère et ainsi de suite qui peuvent être un blocage et nous empêcher de passer à la prochaine étape de notre vie. Donc, je pense que ça résume bien, Tout à Amandine. fait. Oui, hein, tout à fait. Donc là, on est prêt pour t'écouter, hein, décortiquer 5 autres mythes qu'on entend dans le discours ambiant ou qu'on se dit à soi-même. Alors, quels sont ces autres mythes-là? Alors, on va parler du mythe de l'âme sœur ou de la bonne personne. Et alors là, on va commencer fort sur cet épisode. Oui.
Parce que j'entends déjà certaines personnes penser que mais quoi, l'âme sœur ça existe et Oui, là, comme on dit au Québec, on va péter leur balloon, c'est-à-dire que, on va faire fondre un petit peu, cette croyance, d'accord, qu'ils ont. voilà, on va faire ça. Donc je vais commencer par passer par qu'est-ce que ça implique si j'ai la croyance, si j'ai la pensée que la bonne personne ça existe. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne personne, une seule donc. Hein. Euh, et C'est décourageant si c'est juste une seule personne parce que les probabilités qu'on la rencontre, elles sont minces. tu te rends compte. Donc voilà, bah ça c'est potentiellement une chose que ça implique, c'est alors je pourrais rester seule toute ma vie parce que j'ai pas rencontré la bonne personne. L'autre chose que ça peut arriver, parce que souvent quand on croit à l'âme sœur et qu'on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, bah finalement on croit que c'est l'âme sœur. Donc c'est-à-dire que ça y est, j'ai rencontré la bonne personne, j'ai rencontré mon âme sœur, ce qui en fait alors peut amener à deux choses, soit du coup, je mets énormément de pression dans la relation. Soit je me mets moi énormément de pression parce que bah c'est quand même l'âme sœur, faut que je sois à la hauteur, quoi. Je peux mettre beaucoup de pression à l'autre et beaucoup de pression sur la relation. Il faut absolument qu'elle fonctionne parce que c'est la bonne personne. Ça peut engager aussi pas mal d'exigences. Et puis bah, le fait de courir après ce Graal, j'ai envie de dire quelque part, de trouver l'âme sœur. Alors l'un ou l'autre d'ailleurs, quand on est célibataire, soit on court après le Graal de rencontrer l'âme sœur, soit on peut être aussi dans une forme de passivité et d'attentisme, parce que finalement si c'est l'âme sœur, elle va venir à moi. Donc, Elle j'attends. va elle va nous trouver miraculeusement. Exactement. Et puis, ça peut après engendrer d'autres choses du style, donc quand on est dans la relation avec quelqu'un qu'on pense être l'âme sœur, justement, rester dans une relation qui en fait ne nous convient pas ou ne nous convient plus, mais parce que c'est l'âme sœur. Donc c'est que finalement ça va finir par marcher à un moment donné. Ignorer peut-être aussi des aspects de sa personnalité qui en fait nous iraient pas, enfin ne nous conviennent pas, mais bon, on le met sous le tapis. Et ça peut engendrer moins de, comment dire, créer moins de chances finalement de travailler sur la relation. Parce que, en fait, une relation, ça tombe pas tout cuit. Il y a du travail à faire, en fait, dans une relation. Dans le premier épisode, je mentionnais à un moment donné qu'on est tous différents. Et donc, forcément, on rencontre quelqu'un qui est différent de nous. Ça demande du travail. Ça demande de l'attention. Une relation, c'est comme une plante. Ça s'arrose, faut en prendre soin, enfin, etc. Mais si on croit que c'est l'âme sœur, alors on pourrait aussi, se laisser un peu aller finalement parce que c'est pas la peine de faire des efforts quoi. Ouais, on se dit que ça va se faire tout seul. Ouais, ou alors s'en aller parce que ça va pas plutôt que de travailler sur la relation. Et puis aller Oui, chercher une autre âme sœur, enfin sa vraie âme sœur du coup. Ça peut être aussi s'accrocher à une relation du passé parfois, c'est-à-dire je me suis séparée de cette personne mais je sais que c'était l'homme de ma vie ou la femme de ma vie par exemple. Donc toutes ces implications-là, cette pensée-là, on voit qu'elle peut avoir beaucoup d'implications et que quand on prend ces implications une par une, on se rend compte à quel point ça peut nous empêcher d'avancer, nous laisser bloquer dans quelque chose, dans une situation, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'âme sœur. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être des partenaires convenables pour nous. Quand je dis convenable ou même très convenable, hein, quand je dis convenable, c'est pas réducteur. Et c'est là que j'ai envie de parler un petit peu de l'histoire de la différence. Donc je disais en fait on rencontre l'autre parce qu'il est différent de nous. Et en fait on rencontre l'autre parce que en fait, il a des parties, il a des parties en lui qui sont très développées ou très vivantes. Là où nous, ces parties-là, elles sont
alors soit peu développés, soit en tout cas c'est comme si on les avait un peu rangés dans un petit tiroir en fait. Mais je vais donner un exemple parce que c'est beaucoup plus clair. Imaginons que Imaginons que je suis enfant et à cette époque-là, je suis dans le jardin de mes grands-parents et je pars à l'aventure, je suis en train de tout explorer et tout, puis à un moment donné, je monte sur un petit muret et à ce moment-là, j'ai mamie qui arrive et qui me dit « Ouh là là, mais descends de là, tu vas tomber ». Et là, il y a une partie de moi, en fait, qui comprend que mon côté aventurière, c'est un problème. Ça fait peur à mamie, elle est pas contente. Donc évidemment, ça arrive pas forcément en une fois, mais par exemple plusieurs événements répétés de ce genre-là vont peut-être faire qu'à un moment donné, je vais décider d'enfermer sous clé mon côté aventurière parce que ça convient pas ou parce que c'est dangereux. Et puis un jour, je vais rencontrer un homme qui lui est super aventurier. Donc en fait, il est très vivant là où moi j'ai mis sous clé ce truc-là chez moi. Et certainement que je vais avoir une autre partie chez moi qui est très vivante que lui il aura mis sous clé. Ou alors simplement lui il est peut-être un peu trop aventurier puis il aurait besoin de faire un peu plus attention donc en fait il va venir chercher ce truc que j'ai mis moi sous clé. Enfin en fait c'est les différences sur lesquelles on va se rencontrer. Donc et évidemment on le sait pas parce que enfin souvent c'est très inconscient ça dans les rencontres et tout ça, c'était pour imager que quand je dis il y a beaucoup de personnes qui peuvent être des bons partenaires pour nous, c'est qu'on va toujours aller rencontrer la personne qu'on a en face de nous sur une différence qui va nous permettre de stretcher le truc qui chez nous est resté sous clé et puis peut-être chez lui ça va stretcher un peu dans l'inverse parce que pour le coup c'est un peu trop développé ou un peu trop fort mais à un niveau inconscient on va toujours aller se rencontrer pour s'équilibrer un petit peu l'un l'autre même si moi dans mon exemple je vais quand même peut-être rester sans doute je ferai sans doute toujours un peu plus attention que lui, et lui il sera toujours un peu plus aventurier que moi, mais on va faire un peu du chemin l'un vers l'autre. Et donc il y a plein de partenaires qui peuvent nous convenir, parce que des trucs qu'on a mis sous clé, il y en a quand même un certain nombre en général dans l'éducation. Et puis la seule chose, c'est qu'on va avoir des relations différentes avec, suivant la différence de l'autre, on va avoir une relation différente avec du coup des partenaires différents si on en a plusieurs. Mais voilà, pas d'âme sœur en fait. Voilà, pas d'âme sœur, mais plutôt des possibilités comment dire ça? De personnalités et de personnes qui peuvent finalement, être, un bon arrimage avec soi. Donc, il y a un rayon de possibilités. Alors il faut pas avoir une vision, en couloir et puis ne pas voir, sur les côtés. Il faut, pouvoir, être plus ouvert et ça aussi, comme tu dis, j'aime bien le fait que tu dis que aussi des fois quand on pense qu'on a une âme sœur, soit on ne fait pas de travail, sur la relation parce qu'on se dit: «Ben, c'est mon âme sœur, c'est censé fonctionner» ou alors on se dit: «Ben, finalement, c'est pas mon âme sœur, puis je vais aller la chercher encore mon âme sœur». Puis là, on est dans un cycle qui finit pas finalement. Alors que finalement, on veut se poser à un moment donné. On veut pas forcément être toujours continuellement en train de recommencer, parce que recommencer une relation, c'est rebâtir à nouveau et ça prend du temps de rebâtir, de reconstruire et ainsi de suite. Et en même Donc temps, pardon, je rajoute juste ça, mais en même temps, comment est-ce qu'on pourrait être sûr que la personne qu'on a rencontrée, c'est notre âme sœur? Enfin, je veux dire, à un moment donné. oui, sur quels critères finalement? Quels sont les critères? Il en existe pas. Et donc ça nous emmène aussi à ton 2e mythe aussi, par rapport à l'amour qui ressemble un petit peu là, au mythe de la bonne personne. C'est-à-dire quand on se dit que: «Oh ben c l'amour comme une évidence» un petit peu que je voudrais, l'appeler. Mais je te laisse aller avec ça. Ouais, c'est l'amour. C'est penser que l'amour, ça doit être quelque chose d'évident ou quelque chose de fluide en fait. Qu'une relation, ça doit être fluide. Ce qui induit que, alors si c'est pas le cas,
ça veut dire que c'est pas de l'amour. Enfin, je veux dire, si vraiment on tire le trait, c'est ça que ça veut dire. Ou alors c'est que si c'est pas fluide, c'est que je dois pas être avec cette personne. Donc ça engage, ça encourage à chercher des relations faciles, je dirais, sans conflit, sans désaccord, sans obstacle. Et puis le problème de ça, c'est que du coup, s'il y a des conflits, des obstacles et des désaccords, alors ça veut dire qu'on ne doit pas rester. Qu'on doit quitter l'autre, qu'on doit s'en aller de la relation, rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut induire aussi l'amour est fluide ou évident, ça peut aussi induire l'autre devrait devrait savoir lire dans mes pensées. Être télépathe. Exactement. Ou savoir, comprendre de quoi j'ai besoin sans que j'ai besoin de lui dire, etc. Donc, c'est un peu une pensée magique, hein, comme ça, mais ça peut induire ce genre de choses. Et effectivement, pour faire le lien, comme tu disais aussi, avec la croyance dont on a parlé avant, je reviens sur le fait qu'on est attiré par la différence. Donc l'amour, c'est deux mondes qui vont se rencontrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, et quand deux mondes se rencontrent, deux mondes différents, il ne peut pas ne pas y avoir de désaccord, de conflit ou d'obstacle. Ça, c'est quelque chose qui est complètement impossible en fait dans la rencontre avec l'altérité. On va forcément des fois pas se comprendre, on va forcément des fois pas être d'accord, on va forcément des fois même être en conflit. Ça fait même partie des étapes du couple. Alors j'en ai pas encore parlé, mais il y a 5 étapes en fait dans le couple que je vais mentionner très très vite, mais la première c'est l'état amoureux, donc le début de la relation. Ensuite on a ce qu'on appelle l'étape des désillusions, on se rend compte que l'autre n'est pas si parfait que ça. Puis l'étape des confrontations, donc c'est là où il va y avoir des conflits. C'est là où les différences de l'autre qui nous ont attirés au début vont venir frictionner chez nous en fait, et inversement. Et puis après, quand on a passé la phase des confrontations, on a l'étape 4 qui est le renouveau et l'étape 5 qui est le couple connecté. Donc on va dire que quand on a passé la phase des confrontations, là, ça va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus serein. Mais donc pour en revenir à l'amour est fluide ou évident, c'est donc pas possible parce que c'est deux mondes différents. Et donc il y a ces phases de désillusion et de confrontation qui sont les étapes 2 et 3, qui vont forcément être là. Ça fait partie du déroulé relationnel en fait, et qui sont même nécessaires. Parce que justement, on a besoin d'aller confronter notre monde à celui de l'autre pour pouvoir aller trouver un équilibre entre les deux pour nourrir ce que j'appellerais la troisième entité, le 1 plus 1 égale 3, toi plus moi égale l'espace entre nous deux, on pourrait dire, ou l'espace de la relation. Pour aller nourrir cet espace de la relation, on a besoin d'aller confronter ces différences. Donc c'est normal et nécessaire que ça existe. Oui, et donc peut-être que ces personnes-là qui ont cette idée que l'amour est fluide, évident, facile, et puis que si c'est pas le cas, c'est pas de l'amour, ils sont peut-être des personnes qui restent figées sur l'état amoureux, la première étape où tout est beau, alors que ça, ce n'est que, le début. En fait, tout se construit par la suite, et j'ai l'impression que les personnes qui sont focalisées sur cet état amoureux peuvent aussi facilement tomber, dans le troisième mythe, je pense, par rapport à l'amour fusionnel ou la passion. Exactement, ouais, il y a ce lien que l'amour doit être fusionnel, cette croyance que l'amour doit être fusionnel. Effectivement, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait la fusion, elle correspond à l'état amoureux. Elle correspond à cet état où on a l'impression qu'on a un petit chimiste à l'intérieur qui est en train de nous déverser des hormones, tu vois. Du bonheur, oui, Ouais, des des endorphines, de endorphines. l'adrénaline, enfin tout en même temps. et,
et d'une certaine manière, en fait, alors pas cliniquement parlant, mais d'une certaine manière, l'état amoureux, c'est presque un état un peu pathologique. Ça n'a rien à voir avec notre état normal, on va dire. Et donc c'est cet état où on est dans la bulle avec l'autre, on veut tout le temps être avec lui, même des fois avec plus personne d'autre. Enfin bref, il y a tout ce truc-là. Et ça, c'est la fusion. Et la fusion, c'est l'état amoureux, exactement. Euh, et du coup, ça m'amène à dire que ce dont je parlais après sur les étapes 2 et 3, elles sont nécessaires parce que de la désillusion et la confrontation, parce qu'elles permettent la diffusion et que tout à l'heure, j'ai dit 1 plus 1 égale 3. Parce que 1 plus 1 égale pas 1 en fait. À un moment donné, on a besoin de défusionner pour être quand même deux individus qui vont, j'allais dire, continuer à s'aimer, mais j'ai presque envie de dire qu'ils vont vraiment commencer à s'aimer. Parce que quand on est dans l'état amoureux, on n'est pas dans un amour profond, on est dans l'état amoureux, on est dans les papillons dans le ventre et tout ça. Donc on a besoin de défusionner pour vraiment commencer à s'aimer quelque part. Oui, effectivement. Et je pense que ça fait bien le lien avec ton quatrième point, parce que je pense que c'est le véritable amour dure toujours. Et puis quand j'entends ça, ça me fait penser honnêtement aux dessins animés de Walt Disney, les dessins animés de princesses, ils vécurent heureux, ils eurent des enfants et ainsi de suite. Puis on se dit, bon, ben voilà, quoi, c'est beau, tout est fait. Alors qu'en réalité, je pense que rien n'est fait encore. Ouais, exactement. Mais c'est comme, je pense que ça c'est resté un petit peu en nous. Quoique maintenant, les dessins animés de princesses, ça a changé, elles sont un peu plus émancipées. Les jeunes princesses, maintenant, il y a eu, on a vu une évolution. Mais bon, voilà, ça me faisait penser à ça. Ouais. Oui, oui, mais exactement. En plus, mais c'est ça dans les contes de fées ou dans les comédies romantiques. En fait, on s'arrête toujours au moment où, enfin, je schématise un peu, mais dans les vraies comédies romantiques ou les contes de fées, peut-être effectivement moins les récents, mais on s'arrête au moment où ils se tombent dans les bras l'un de l'autre et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais on ne sait pas comment. Ils vécurent heureux, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour? Tout ça, on le sait pas en fait. Ça apparaît pas dans le truc. Mais oui, effectivement, tu as raison. C'est c'est un peu là-dessus. Et en même temps, il y a un autre aspect. Donc sur oui, c'est ce quatrième mythe qui est le véritable amour dure toujours. Si je reprends un petit peu déjà, si on croit que l'amour dure toujours, c'est pareil. Là, on peut mettre énormément de pression sur la relation, dans le sens où, encore une fois, là, on rejoint un peu le côté de l'âme sœur. Il faut que ça fonctionne, en fait. Si c'est le véritable amour, on peut pas se louper, en fait. Donc, ça met énormément de pression. On peut aussi en déduire que les relations, du coup, ça veut dire que les relations passées qu'on a eues qui n'ont pas fonctionné, ou enfin en tout cas qui se sont terminés à un moment donné, ça voudrait dire que c'était pas de l'amour alors, parce que si l'amour dure toujours, alors voilà. Ce qui peut être extrêmement problématique parce que on peut comment dire, avoir une perte d'estime de soi dans le sens où ok, mais alors si mes relations passées c'était pas de l'amour, ça veut dire que je sais pas choisir mes partenaires, ça veut dire que j'ai cru que c'était de l'amour, mais finalement c'en était pas. Donc je peux douter de mes choix, je peux douter de ce que je ressens, etc. Donc ça c'est pas terrible pour l'estime de soi. Et puis, encore une fois, il y a cette pensée magique. Si l'amour dure toujours, alors il n'y a pas besoin que je fasse d'efforts pour la relation. Ou alors, je reste même si je suis malheureux et que ça fonctionne pas. Parce qu'une fois que je me suis engagée dans la relation, j'ai énormément de mal à me désengager. Donc ça c'est aussi bon alors après je vais peut-être pas détailler énormément, mais ça c'est un biais d'engagement. On a des biais cognitifs. Les êtres humains, on a tous des biais cognitifs, et il y a un biais d'engagement, et ça veut dire que là le biais d'engagement il est quand même super fort, quoi. C'est je me suis engagée dans un truc, quels que soient les paramètres qui changent, alors j'ai de la peine à me désengager, par exemple. Est-ce que tu peux expliquer un biais cognitif? Qu'est-ce que c'est?
Alors, je suis pas hyper spécialisée en biais cognitif, donc je vais le dire à ma façon. Et si un spécialiste m'entend, il aurait sans doute plein d'autres choses à dire et beaucoup mieux. Mais d'après moi, les biais cognitifs, donc c'est effectivement, donc c'est des trucs, c'est des, hum, des mécanismes mentaux cognitifs qui qu'on a tous, on a tous ces biais-là. Et en fait, dans une certaine mesure, ils sont hyper aidants parce que en fait, ils permettent alors il y en a plein, hein, mais ils permettent d'aller plus vite, de déduire des choses plus rapidement, et ce qui nous permet de traiter moins de choses à un niveau mental. Je sais pas si c'est tout à fait clair ce que je dis. Oui, oui, ça l'est. Mais ça, c'est sur la base de ce que c'est qu'un biais cognitif. On en a tous et c'est plutôt aidant et plutôt chouette. Sauf que bah, quand on a un de ces biais cognitifs qui des fois est trop élevé, ça peut nous faire être dans des situations ou rester dans des situations qui ne nous conviennent pas du tout. Et je vais donner un exemple parce que bah, ce biais-là, pour le coup, je le connais plutôt bien, le biais d'engagement. À un moment donné, j'étais dans une relation bon, qui a commencé, qui allait plutôt bien, c'était plutôt chouette et tout ça. Puis en fait, on s'est installés ensemble et là, ça a commencé vraiment à se dégrader assez rapidement et ça n'allait plus du tout. Et moi, sous le prétexte que j'étais engagée dans cette relation, j'ai tout fait. Alors, je recoupe un peu, tu m'avais raconté ça dans le premier épisode, et je sais pas si c'est tout à fait ça qui s'est joué chez toi, mais ça m'a fait penser à ça. En fait, j'ai tout fait pour que ça s'arrange. Je veux dire, mais au-delà, parce qu'après, j'ai pris du recul moi aussi et je me suis dit, mais de toute façon, il n'y avait aucune possibilité que ça fonctionne, ce truc-là. Et c'était clair qu'il n'y avait aucune possibilité que ça fonctionne. Mais dans la mesure où je m'étais engagée, et pour moi, je m'étais d'autant plus engagée qu'en fait, on s'était installés ensemble à ce moment-là, que j'avais une difficulté absolue à me désengager. Alors là, il y a un autre biais aussi qui est assez fort chez moi. Enfin, ils ont les deux bougé depuis, heureusement. Mais c'est un autre biais qui s'appelle l'aversion à la perte. Et ils vont des fois ensemble, ces deux-là. Donc, à la fois, je me suis engagée, je peux pas me désengager. Et puis, à la fois, ben, perdre quelque chose ou quelqu'un, c'est extrêmement difficile pour moi à cette époque-là. Et donc, je reste coincée dans cette situation où... où au final, je ne sais plus poser mes limites et je les laisse dépasser dans les grandes lignes, quoi. Donc là, la fin de cette histoire, c'est que parce qu'il était venu vivre chez moi, je lui ai laissé mon appartement pendant 1 mois et demi. C'était mon appartement à l'origine, ça l'est toujours aujourd'hui. Pendant 1 mois et demi, le temps qu'il trouve quelque chose. Donc je n'avais plus de domicile alors que c'était chez moi. Donc voilà. Et après, bah après j'ai travaillé sur ces biais et c'est clair que ce biais d'engagement, pour moi, à ce moment-là, il est tellement fort que je peux pas sortir en fait. Et c'est un vrai problème quand il y a ça. Et c'est vrai que dans mon cas aussi, quand tu l'expliques comme ça, je vois effectivement un biais d'engagement de mon côté. Et moi aussi, je me suis battue beaucoup parce que je voulais pas que ça s'arrête. Et finalement, c'était évident que ça pouvait pas continuer. Et l'autre chose qui est rentrée là-dedans et qui touche aussi ce que tu vas aborder, prochainement, c'est que non seulement je me suis dit: «Bon, il faut que je me batte parce que je me suis engagée, parce que je pense que ça peut fonctionner, on peut réussir, on peut y arriver». Mais aussi je me suis dit: «Mais je peux changer l'autre». C'est-à-dire les choses que j'ai vues, les alertes dont je parlais tout à l'heure, que j'ai vues et que, j'ai pas adressées, ben, je me suis dit: «Ben non, ça peut changer ou je peux le changer». Donc voilà quelque chose encore qui, m'a pété en pleine face et ça n'a pas fonctionné, évidemment. Voilà, ben, parce que ça nous amène alors ce que tu dis et en même temps ça répond aussi au véritable amour dure toujours, qui est le mythe dont on est en train de parler. Enfin, ça peut en tout cas nous amener à se dire que pour démonter ce truc-là,
qu'il y a un truc qui est essentiel déjà, c'est que il doit y avoir une volonté mutuelle de faire durer la relation. Et donc là, je sais pas, parce que tu me parles de toi et pas de ton partenaire de l'époque, mais des fois il y a ça, et en tout cas chez moi il y avait ça. Au final, il y avait que moi qui essayais de faire. Puis tout seul, on peut pas en fait. Je veux dire, une relation, c'est à deux. Donc, faut qu'il y ait un investissement mutuel et une volonté mutuelle d'avancer ensemble ou d'arranger les choses ou de les changer. Le cas échéant, pourquoi pas. Des fois, ça arrive, mais il faut faut qu'il y ait ce truc mutuel. Et encore une fois, après, ça demande du travail, une relation. C'est ça, ça tombe pas du ciel, il faut cette réciprocité et puis finalement, j'avais l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que puisque je suis la seule à à me battre, beh, finalement, je me bats contre quoi? Contre de l'eau, il y a rien qui se passe. C'est ça ça ne bougeait pas et puis à un moment donné, je me suis épuisée, je me suis dit: «Ben, ça vaut plus la peine puisque ça ne va nulle part, en tout cas pas dans la direction dans laquelle je veux que ça aille» Ouais. et voilà quoi. Donc oui, effectivement, tu vois, ça m'apporte un éclairage, ce que tu dis sur, ce que j'ai vécu, moi-même. J'avais pas, pensé à ça, l'engagement, mais c'est vrai que l'engagement était, ce biais d'engagement était assez fort chez moi. Mhm. Tout à fait. Et encore une fois, hein, juste pour tes auditeurs, je répète, en fait, il est bon en lui-même ce biais d'engagement. Heureusement, parce que ça fait que ben, on a la capacité aussi de s'engager dans des choses, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit en travail, que ce soit avec des amis, enfin. C'est positif ce biais. C'est juste que quand il est trop fort, par contre, ça peut nous emprisonner. Oui, voilà, vraiment. Ça nous emprisonne dans quelque chose qui, nous étouffe finalement. C'est ça. OK, donc ça nous emmène, comme je disais là, à l'idée de, beh, je suis celui ou celle qui va le faire ou la faire changer, comme ça m'est arrivé et ça, c'est le 5e, mythe que tu vas déconstruire. Ouais. Alors déjà, alors ça peut se formuler hein, de différentes manières. Ça peut être c'est moi qui vais le faire changer, ou avec moi il va enfin être heureux, ou il a besoin de moi. Enfin voilà, tout ça c'est un petit peu équivalent en tout cas dans ce que j'ai envie d'amener, parce que ça va. Alors ça va souvent quelqu'un qui a cette croyance-là va souvent alors chercher à être alors soit tout le temps là pour l'autre, quitte à essayer de régler tous ces problèmes, ouais, voilà, être très présent, très présente, Oui. soit être très présent pour l'autre, chercher à tout régler pour lui, etc. Soit plus dans le c'est moi qui vais le faire changer, essayer de lui expliquer en fait quelle est la réalité, qui en fait n'est pas la réalité, mais qui est juste ma réalité, ok. Mais essayer de ou faire sans arrêt des reproches aussi, par exemple, critiquer, etc. Et le problème de ça, alors c'est qu'on on a tous besoin en fait d'être aimé pour qui on est. Donc soit je me prends des reproches en permanence et du coup j'ai pas l'impression d'être aimé pour qui je suis. Donc ça c'est ce que l'autre pourrait ressentir. Ou alors j'essaye de lui expliquer ma vérité et de lui dire que finalement c'est moi qui ai raison sur ma manière de voir les choses. Bah pareil, il se sent pas accepté pour qui il est quelque part, parce que fondamentalement, c'est ça aussi chez celui qui cherche à changer l'autre ou qui pense que l'autre a besoin de lui ou etc. Quelque part, il cherche à être aimé par l'autre par rapport à ce qu'il lui apporte. En gros, c'est si je suis là pour lui et que j'occupe l'espace et que j'occupe la place, alors bah, l'autre va bien voir que je lui suis nécessaire et il va m'aimer quoi. Enfin, c'est très schématique parce qu'on se le dit pas forcément de manière aussi claire, mais souvent il y a un peu ça derrière. Et là, je pense que bah, on est aussi dans l'erreur parce que l'amour c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'être. Donc l'amour sincère, c'est j'aime l'autre pour qui il est, c'est très schématique aussi, mais et il m'aime pour qui je suis. Or, si je cherche à faire plein de choses pour l'autre et à être là pour lui, pour qu'il m'aime, je suis pas au bon endroit en fait. Je cherche à me faire aimer pour ce que je lui apporte et je suis pas au bon endroit de ce que c'est que l'amour. Oui, Et ça effectivement. crée souvent, c'est difficile parce que ça crée souvent
des sentiments d'injustice en fait, parce que par exemple moi j'entends régulièrement dans mes accompagnements, et moi je l'ai eu aussi dit dans mon passé, je me reconnais aussi là-dedans, mais avec tout ce que j'ai fait pour lui, alors soit c'est dit comme ça, mais des fois ça veut dire un peu ça, avec tout ce que j'ai fait pour lui, comment est-ce qu'il peut me quitter, ou comment voilà. Et en fait c'est juste que c'est pas au bon endroit en fait, cette recherche d'amour elle est pas au bon endroit. Oui, c'est vrai parce que, je me reconnais encore là-dedans. Je me reconnais dans beaucoup de choses. Où j'avais un petit peu, ce désir de me dire: «Oh mais il a pas eu de chance dans la vie, on lui a pas donné la chance de». Alors bon, du coup là, je deviens la sauveuse. J'ai appris, on appelait ça le syndrome de Zorro, on veut tellement aider. «Oh le pauvre, oh», voilà. Et le problème, c'est qu'effectivement, on s'investit énormément. Je me suis investie énormément, tellement, 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 et l'autre n'est pas capable de recevoir ça, et en même temps, c'est vrai qu'on se dit: ben là, il devrait être redevable, il devrait m'aimer parce que regarde tout ce que je fais pour lui», et lui, d'un autre côté, il a l'impression que, il n'est pas complet et que tu lui tends une béquille et puis qu'il doit s'accrocher à la béquille, donc il se sent diminué, et là, ça marche pas. C'est ce que j'ai constaté, et j'ai créé cet état-là. Tu vois? Donc vraiment, je vois exactement ce que tu veux dire là-dedans. Ouais, soit il se sent diminué, soit alors il y en a que ça arrange aussi, hein, dans un premier temps en tout cas. Il y en a que ça arrange dans un premier temps parce que parce que des fois, là tu parles de syndrome du sauveur, des fois le sauveur rencontre la victime quand même, donc des fois dans un premier temps ça match bien. Je veux dire que ça peut être le recrutement parfait dans un premier temps. Euh, mais en même temps, alors ça, et ça c'est extrêmement, quand on a un syndrome de sauveur que je connais bien aussi, c'est extrêmement compliqué à admettre des fois, mais c'est qu'en fait en cherchant à sauver l'autre, on l'aide pas du tout. Parce qu'en fait, pour que quelque chose puisse l'aider, il faudrait que ça puisse venir de lui, en fait. Enfin, là, j'extrapole un peu sur ce que, sur ce que tu es en train de dire. Euh, mais oui, en tout cas, ce sur quoi je voulais réagir, c'est qu'effectivement, soit il se sent diminué, soit il se sent étouffé à un moment donné. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme s'il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque, ou il se sent pas valorisé. C'est-à-dire qu'au départ, oui, c'est bien parce que comme tu dis: «Ah bah tiens, ça l'arrange», oui. Mais au bout d'un moment, bah, il se sent plus, comment dire ça? Heu, il se sent plus à même d'occuper la position qu'il devrait occuper en tant qu'homme dans la relation. Exactement. Oui. Ouais. Donc c'est très juste ce que tu dis. Et puis pour finaliser sur celle-ci, là, je vais le faire changer ou euh, ce qu'on pourrait dire au final, c'est que l'amour a besoin de liberté et il a besoin d'espace pour s'épanouir. Donc déjà être tout le temps là, hyper présent et tout. Bien sûr, être présent c'est cool, hein. Je dis pas le contraire. Et être très présent c'est cool, mais il y a aussi besoin un peu d'espace à la relation pour qu'elle puisse s'épanouir. Et quand je dis que l'amour a besoin de liberté, ce que je veux dire, c'est que on a besoin de, comment dire, enfin en fait on a besoin de sentir qu'on est libre d'aimer l'autre. Oui. Et si d'une manière ou d'une autre, le comportement de l'autre nous indique qu'on n'est pas libre de l'aimer, enfin, juste de qui on est, j'ai envie de dire, et ben Oui, c'est ça compliqué. fonctionne pas. Oui, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Oh ben vraiment merci, merci beaucoup, Amandine. Tu as fait un bon déblayage de la situation. Je pense que ça aide vraiment à mettre les choses en perspective, et puis je crois que ça va amener, beaucoup de personnes à réfléchir. En tout cas, si, pour les personnes qui nous suivent, c'est la première fois que, on fait tomber des croyances qu'ils ont, et peut-être que comme tu disais, il y en a qui vont se dire, surtout en parlant de l'âme sœur: «Ah ben non,
non, là, moi, c'est à ça que je m'accroche, c'est ça qui guide toute, ma vision des relations, mais bon, voilà, tu as expliqué, hein, tout au long des mythes que tu as déconstruits que bon, quelque part, on a une part à jouer, il y a un travail à faire, c'est pas simple, c'est pas fluide, il faut se donner du temps, il faut, essayer de comprendre l'autre, d'apprendre à le découvrir, d'accepter d'être vulnérable. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte quand on veut être en relation et quand on est en relation. C'est important d'être conscient de ça pour mettre toutes les chances de son côté finalement. Et c'est ce qu'on veut tous, hein, comme tu dis dans ton podcast, on veut avoir l'histoire d'amour dont on rêve. Voilà. Donc, je vais de nouveau inviter les auditeurs à découvrir ton podcast. L'amour n'est pas un conte de fées, donc disponible sur toutes les plateformes de podcast. Le lien, je vais le mettre aussi dans la description de l'épisode. Encore une fois, merci Amandine. Vraiment, c'était très, très, très constructif et instructif. J'espère que vous, à la maison aussi, ça vous a aidé. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à Ma qualité de vie et je vous retrouve très bientôt. À la prochaine. Merci beaucoup, Corinne. Merci à tous. À la prochaine.